s'était arrêté à 129, c'était déjà mieux que rien. De ces 129, donc, il y aurait 80 sièges de circonscription dans le modèle donc, que nous avons déposé en projet de loi. 80 députés de circonscription seraient élus avec le mode qu'on connaît. Ensuite, 49 sièges seraient redistribués par région pour compenser la distorsion du vote local. Le Québec serait divisé en 17 régions électorales avec des régions compensatoires pour permettre l'émergence de véritables représentativités proportionnelles. Ça permettrait d'ailleurs, Mme la Présidente, de ne plus avoir de monopole artificiel dans une région donnée. Il y a plusieurs citoyens et groupes qui nous contactent, des fois les partis d'opposition, et qui sont dans une région où toute la région a soi-disant voté pour la même couleur. Alors que quand on gratte un peu, on se rend bien compte que pas vraiment plus ou moins qu'une autre région voisine, il y a eu tout à coup une force telle qu'un parti politique a tout ramassé, l'adhésion réelle des électeurs de cette région-là. C'est le système électoral qui, avec ses divisions parfois un peu artificielles, a fait en sorte qu'un parti politique domine une région complète. Et ça rend le travail difficile parce qu'il n'y a plus d'opposition locale. Plus d'opposition locale. Vous vous rappelez quand il y avait ma collègue de l'Abitibi-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, qui était députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle était donc une députée d'opposition dans une région. Donc, beaucoup de choses se brassaient dans cette région-là parce qu'il y avait au moins une députée d'opposition. À cette heure, il n'y en a plus de députée d'opposition en Abitibi-Témiscamingue, Mme la Présidente. Quand est-ce qu'on entend parler de l'Abitibi-Témiscamingue ici? Jamais. Ou très, 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 très rarement. Alors, le fait d'avoir au moins un député d'opposition dans chaque région, c'est important. Ça aide la démocratie à vivre. Ça aide des contestations de citoyens, d'entreprises, de groupes, de syndicats, etc., à trouver une voie. Sinon, il faut qu'ils s'expatrient et qu'ils trouvent des députés sympathiques dans d'autres régions qui pourraient porter leur cause. Ils le font, puis on essaie de faire de notre mieux, mais ça ne sera jamais l'équivalent d'avoir au moins un député d'opposition par région. Parce que ce n'est pas vrai, ça n'arrive jamais qu'une région au grand complet vote entièrement et sincèrement pour un seul parti politique. C'est donc un système, si je reviens donc sur la description du système qu'on veut proposer avec le mode de scrutin proportionnel, c'est un scrutin donc à double tour, à double vote plutôt, pas à double tour, à double vote, où l'électeur est invité à voter donc sur deux bulletins distincts, un vote de circonscription pour son candidat local et un vote de région, donc pour une liste de régions d'un parti. Évidemment, les citoyens peuvent se présenter aux deux, à la fois pour un siège de circonscription et un siège de liste régionale. Ce système garantit que la représentation effective n'est pas diluée. Un député élu par compensation a la même légitimité et les mêmes droits, privilèges et immunités que les députés de circonscription. Ce n'est pas un député à rabais, c'est un député sincère et entier. Chaque redécoupage corrige un déséquilibre démographique momentané, mais ne modifie pas les causes profondes. Et c'est pour ça, Mme la Présidente, qu'on propose la révision du mode de scrutin, avec un mode de scrutin proportionnel compensatoire. La réforme vise explicitement à favoriser davantage la présence parmi les députés, notamment de femmes, de jeunes et de personnes issues de la diversité. Le projet de loi déposé exige que les partis politiques atteignent une zone paritaire en présentant entre 40 et 60 de candidates. J'ai vécu ma première élection comme candidat en 2012. Je me rappelle qu'on avait eu un record assez désolant du nombre de femmes élues à ce moment-là, qui avait été quand même triste. Et ça s'expliquait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de partis politiques qui n'avaient pas présenté beaucoup de femmes, des taux de présentation de femmes dans des circonscriptions très faibles. Et après ça, il y a eu une prise de conscience, ça a cheminé, puis là, on est arrivé à des zones un peu plus intéressantes, mais c'est toujours à retravailler, c'est toujours à reconstruire cette perspective-là, vous le savez bien, Madame la Présidente. Alors, on pense qu'en inscrivant ça dans la loi, donc une exigence de zone paritaire dans les listes, ça puisse aider. Dans les listes régionales, donc l'attribution des sièges de compensation, les listes régionales sont un puissant levier pour assurer la diversité, car l'élection se fait sur des listes prédéfinies permettant d'intégrer diverses considérations de représentativité. Le mode de scrutin proportionnel introduit des règles adaptées pour le financement et la survie des entités politiques basées sur un total de votes exprimés pour l'ensemble des candidats de circonscription et l'ensemble des listes régionales. Mettre en œuvre cette réforme ne peut pas se faire à la légère, mais l'urgence est réelle et le contexte est favorable. La décision de la Cour d'appel, la remise en chantier de la carte, la mobilisation citoyenne, le dépôt du projet de loi, les tensions régionales, tout cela crée une fenêtre d'opportunité. L'Assemblée nationale se doit de saisir cette occasion. Ensemble, avec les citoyens et citoyennes, avec les régions, on peut porter cette réforme et la réaliser et faire en sorte qu'un projet de société afin de reconnaître le sentiment d'appartenance de toutes et tous à notre démocratie. La crise actuelle de la carte électorale, rendue manifeste par le jugement de la Cour d'appel et de la proposition révisée de la CRI, ne peut être réglée par des ajustements de forme successifs. Elle révèle un malaise institutionnel profond, un régime de représentation qui ne correspond plus à ce que le Québec est devenu. Le redécoupage de 2025, même s'il corrige certaines inégalités numériques, ne changera pas les équilibres fondamentaux. Le lien entre les votes, la représentation, la proximité, la pluralité, la justice territoriale et la diversité sociale. Si nous voulons une démocratie digne du 21e siècle, nous devons aller plus loin, nous devons refonder notre mode de scrutin
Nous devons porter un jugement politique d'avenir ambitieux, juste et cohérent. J'aimerais intervenir, Madame la Présidente, avant de conclure, sur 2 éléments, le nombre de circonscriptions et le redécoupage de la 2e version. Je le disais tantôt, donc, on pourra avoir jusqu'à 129 sièges lors de la prochaine législature. D'ailleurs, la blague qui était dite lorsqu'on annonçait les travaux qui commençaient au Salon Bleu, c'était « si vous voulez resiéger au Salon Bleu, faites-vous réélire en 2026, parce qu'autrement, il ne sera pas rouvert avant. » Il y aura donc 129 sièges. Nous avons le loisir ici, les députés en cette Chambre, de déposer un projet de loi de manière consensuelle pour rajouter un nombre de sièges à la carte électorale. Ça peut être +1, +2, +3, +4. Là, on perd 2 circonscriptions, une dans l'est de Montréal, une en Gaspésie. Ce serait tout à fait possible de faire un +2 dans la représentativité électorale et que la CRI ajuste sa carte en fonction de ça. C'est quelque chose qui est une possibilité, qui existe. C'est des débats que nous devons tenir dans chacune de nos formations politiques respectives. Moi, ça fait longtemps, dans la mienne, Madame la Présidente, que l'on souhaite qu'il y ait plus de députés pour qu'il y ait une meilleure représentativité, un meilleur accès à un député. Vous savez à quel point c'est important pour les citoyens et citoyennes d'avoir rapidement et facilement accès à un député. Et de rajouter quelques sièges, je pense, dans les circonstances, m'apparaît une voie qu'il faut aborder, que nous avons le devoir d'aborder. Sur les 2 pertes en particulier, la Gaspésie et l'Est du Québec, c'est vrai, je l'ai dit dans ma présentation, que la Gaspésie vit des moments difficiles. C'est pas facile de retenir la population, notamment dans des régions un peu plus éloignées comme la Gaspésie. Tout le monde se pose des questions. Quelle sera la prochaine région à perdre un siège si on laisse la Gaspésie en perdre un? Est-ce que ça va être la Côte-Nord? Est-ce que ça va être l'Abitibi? J'évoquais l'Abitibi à l'instant. C'est une région qui a aussi ses défis de rétention de population, Madame la Présidente. Donc, si on ne trouve pas de solution pérenne pour sauver les sièges de région, là, c'est le cas de la Gaspésie, quelle sera la prochaine région à passer à la moulinette? Ça nous inquiète. Même chose pour l'Est de Montréal. Le siège qui est retiré, c'est Anjou-Louis-Riel. L'Est de Montréal vit un essor, une renaissance depuis quelques années. Il y a eu toutes sortes de projets. Je passerai plus rapidement sur le projet du REM de l'Est auquel je me suis opposé sur la forme, mais non sur le fond, parce que nous voulons du transport collectif. Mais il se passe des choses, il y a des usines qui s'installent, il y a des terrains vagues qui sont reconvertis, il y a de l'argent qui est injecté. Tout n'est pas parfait, mais Madame la Présidente, moi, je ne cracherai pas dans la soupe et je vais reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits par les différents paliers de gouvernement. Il y a eu un sommet de l'Est qui a été fait dans Hochelaga-Maisonneuve au Stade olympique à 2 reprises dans les dernières années. Donc, il y a de l'action dans l'Est de Montréal. Et là, de voir qu'on perdrait une représentativité politique dans l'Est viendrait objectivement plomber cette action de l'Est de Montréal. Alors, c'est quelque chose qui est inacceptable, bien sûr, pour Québec solidaire de perdre un siège dans l'Est de Montréal pour ne pas plomber cette renaissance, ne pas plomber ce nouveau dynamisme dont l'Est de Montréal a profondément besoin, Madame la Présidente. Ça fait longtemps que l'Est de Montréal a été négligé. Et là, il se passe quelque chose. Ne venons pas briser cet élan avec la perte du siège. Je veux aussi préciser que je veux reconnaître quand même, tout n'est pas noir. Je veux reconnaître les efforts qu'ont fait la CRI dans leur 2e version de la CAQ. Dans la première version, on avait quand même fait beaucoup de critiques. Il y a eu des représentations ici même, donc à l'Assemblée nationale, sur plusieurs choses qui étaient un peu étranges dans le redécoupage. Je dois te dire que nous trouvons, bien que nous aimerions et que nous souhaitons davantage le maintien de la carte telle qu'elle de Montréal, donc le maintien du siège d'Anjou-Louis-Riel, c'est notre priorité numéro 1. Mais force est de constater que la version 2, donc la version actuelle de la carte déposée par la CRI, est bien meilleure ou moins pire, certains diront, que la version 1. Le redécoupage de Hochelaga-Maisonneuve, notamment de Rosemont, de Viau et Laurier-Dorion, posait problème à la V1 sur les communautés naturelles, sur le fait que c'était découplé en partie des arrondissements municipaux. On retrouve moins ou presque plus, en fait, de ces problèmes-là dans la V2. Ça comporte encore des problèmes. Mes collègues s'exprimeront dans leurs circonscriptions respectives, bien sûr, mais force est de constater que la version a été adoucie dans la V2 par rapport à la V1 et qu'on est beaucoup plus proche de la réalité des arrondissements des circonscriptions. Je l'avais dit au micro à la CRI, je peux vous le redire, Madame la Présidente, moi, dans Hochelaga-Maisonneuve, juste Hochelaga-Maisonneuve, c'est un peu trop petit. C'est quelques stations de métro. Je peux faire la version longue, large de ma circo en vélo en à peu près une demi-heure. Alors, ça vous donne une idée. J'imagine que ce n'est pas la même chose chez vous et dans la plupart de mes collègues. C'est une des plus petites condensées. Évidemment, c'est des triplex partout, c'est des tours
des tours de condos, des cours de logement, des HLM, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y avait une partie, donc juste Hochelaga-Maisonneuve, c'est trop petit, on allait un peu jusqu'à la rue Frontenac. On allait gruger une partie de ce qui est Sainte-Marie, le centre-sud, donc au niveau municipal, au niveau fédéral. Fait que les gens qui habitaient entre Frontenac et la rue Moreau, ou la traque de chemin de fer, comme on le dit dans le terrain à Hochelaga, ils votaient dans Sainte-Marie-Saint-Jean, ils votaient, au centre-sud, au municipal, ils votaient dans Hochelaga-Maisonneuve, au provincial, mais ils votaient à Laurier-Sainte-Marie, au fédéral. C'était un peu mélangeant. Moi, j'avais beaucoup d'affection pour cette partie-là de ma circonscription. J'y avais habité d'ailleurs quelques années. J'ai des amis, il y a des organismes, une section qui vit un dynamisme. Mais pour vrai, la communauté naturelle était plus logiquement avec Sainte-Marie, Saint-Jacques. Alors là-dessus, on a compris que la CRI a entendu raison. Alors pour aller gagner des électeurs, on nous propose que Hochelaga-Maisonneuve s'étende un peu plus vers l'est. On aille chercher une partie de ce qu'on appelle Mercier-Ouest, donc quelques rues, un quartier ou deux, toujours sur la ligne verte. Donc on reste une circonscription de la ligne verte. On s'étend un peu plus à l'est. Il y a une certaine logique. Bien qu'il y ait des fractures de quartier, là, c'est pas connecté. Hochelaga-Maisonneuve, c'est connecté. On peut difficilement même tracer la limite entre les deux. C'est très vivant, c'est très organique. Là, il y a vraiment une fracture. Il y a Raymond Logistique, la grosse entreprise de transbordement de conteneurs que nous n'aimons pas beaucoup, Madame la Présidente, chez nous. Cela étant dit, elle est là. Et elle fait donc une fracture avec l'autre quartier voisin. Mais reste que nous sommes dans le même arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est même le même district au niveau municipal. Nous votons donc pour la même mairie d'arrondissement, pour le même district. Moi, quand je fais du soccer avec ma fille, on va dans un terrain de soccer qui est situé dans ce coin-là. Donc, c'est pas parfait. C'est pas une communauté qui est aussi naturelle que Hochelaga et Maisonneuve, mais à défaut, donc comme je vous disais tantôt, par rapport à la V1, c'est beaucoup moins pire la V2. Je sens qu'ils ont un peu plus respecté le volet des respect des arrondissements. Et là-dessus, je ne peux que les saluer de leur écoute sur ce volet-là. Cela étant dit, j'insiste. La solution idéale n'est pas cette V2-là. La solution idéale est une carte originale pour la Ville de Montréal, avec le maintien de l'entièreté de ces circonscriptions. On ne peut pas se permettre de perdre un député ou une députée dans l'Est de Montréal. C'est important de solidifier cette renaissance de l'Est de Montréal. La solution peut être aussi un +2. On peut remettre +4 de sièges. On est prêt, on est équipé. Le Salon Bleu pourra recevoir jusqu'à 129 députés. Il ne reste qu'une décision à prendre ici entre nous et la CRI n'aura qu'à l'appliquer de manière assez simple d'un point de vue procédural. Et au final, bien sûr, Madame la Présidente, la solution ultime à tout ça, ce serait quoi? Ce serait la réforme du mode de scrutin. Parce qu'une fois qu'on aura redécoupé les 80 circonscriptions et qu'on aura libéré des sièges dits de liste, ils représenteront des régions. Et en représentant des régions, la représentativité est plus forte. Il y a moins de votes qui se perdent. C'est le même nombre de députés pour la même superficie, pour le même kilomètre carré, mais la représentativité est plus solide. Ça va être fini, ça, des circonscriptions qui votent supposément pour le même parti puis qu'il n'y a plus de députés d'opposition. Ça va être à peu près virtuellement impossible dans le mode de scrutin compensatoire proportionnel. Donc, tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, que c'est un exercice qui était prévu par la loi. La Cour nous a surpris peut-être un peu sur le fond, précipite les choses. Il va falloir qu'on réfléchisse ensemble sur la suite. Il y a certainement quelque chose à revoir aussi, hein, parce que malheureusement, dans sa décision, la Cour invalide l'entièreté de la loi que nous avons adoptée ici. Puis il y avait dans cette loi-là un volet qui disait que les fameux critères, je vous ai parlé tantôt du nombre de citoyens et du nombre de résidents qui doit être pris davantage en compte dans le redécoupage. Nous, on s'était entendu qu'il y aurait une discussion collective entre les partis, le DGE et compagnie, et une discussion de société, en fait, pour revoir les critères qui gouvernent la CRI. Donc, malheureusement, ceci étant invalidé parce que la loi a été entièrement invalidée, il n'y a plus de processus, il n'y a plus d'obligation pour peu importe qui formera le prochain gouvernement d'initier une démarche à partir de l'année prochaine pour réviser ces critères-là. C'est bien dommage. Nous, on pensait qu'il y avait là matière à discussion pour aller un peu plus loin, pour aller de manière un peu plus structurée, chercher des consensus plus forts dans la société québécoise, Madame la Présidente. Donc, réforme du mode de scrutin essentiel, maintien de la carte à Montréal idéal, version 2, version meilleure, moins pire que la version 1. Et je terminerai là-dessus, Madame la Présidente. Il y a quelque chose de bizarre. Il faudra qu'on revise tout ça, là. Mais le fait qu'on travaille avec une seule hypothèse à la fois rend ça un peu kafkaïen. Dans le sens où, là, on a une V1 où on fait sauter Angelou-Riel. Oups! OK, là, on se mobilise à l'entour d'Angelou-Riel. Parfait.
Là, on attend la V2. Oups, on fait sauter La Fontaine. Oups, ah ben là, je ne savais pas que La Fontaine était en jeu. Là, on travaille sur La Fontaine. Puis là, la V3, c'est la version finale. Qu'est-ce qui va... C'est quoi la surprise dans la V3? Je ne sais pas, moi. C'est-tu Hochelaga Maisonneuve qui va exploser? C'est pas mon souhait, vous comprenez, Madame la Présidente? J'aimerais pas beaucoup ça, je serais bien triste. Mais ça va être quoi la boîte à surprise de la V3? Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si le DGE et la CRI, en fait, si la CRI fonctionne sur différents scénarios, bien, ça serait plus logique qu'ils les mettent toutes au jeu en même temps. Option A, option B, option C. Après ça, on jase, puis on voit que c'est laquelle qui a le plus d'allure ou qui est la moins pire. Mais que là, il y a toujours une espèce de... Tout le monde est sur le qui-vive ici, là. Hein? Le monde shake un peu là, des mains et des pattes quand on... Oh, c'est aujourd'hui qu'il dépose la carte. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Nous, on avait subi un peu la situation dans le précédent exercice en 2007. Je me rappelle, je n'étais pas encore député, mais j'étais très actif. J'étais un militant de Québec solidaire. Puis là, dans la V2, on faisait disparaître Sainte-Marie-Saint-Jacques. Zoup! Avalé par Hochelaga Maisonneuve en partie. Là, cette fois-ci, j'allais manger encore plus loin dans Sainte-Marie. Juste la rue Follum, si mon souvenir est bon. Puis tout le reste, ce qu'on peut appeler donc Saint-Jacques, plus le Vieux-Port, etc., le centre-ville, oups, ça s'en allait dans Westmount, Saint-Louis. Là, les gens de Centre-Sud s'étaient soulevés, il y a eu des mémoires. Il y avait juste eu 10 jours pour faire ça, une procédure accélérée de 10 jours. Puis là, ça avait quand même été une mobilisation impressionnante. Et bien, la CRI avait reçu tout ça, puis avait décidé de procéder à une autre hypothèse. Mais là, c'était la version finale. Puis là, c'était Outremont, puis c'était quoi l'autre circonscription qui avait sauté? En tout cas, Mont-Royal, voilà. Mont-Royal-Outremont avait sauté. Mais personne n'était au courant que Mont-Royal était sur le bord de sauter aussi, ni dans la V1, ni dans la V2. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas logique. Je ne sais pas comment ça avait été pensé à l'époque, à l'origine de tout ça. C'est bien qu'on le fasse aux 2 élections comme ça, que ce soit du monde indépendant. Jamais personne ne voudrait être dans un système à l'américaine de gerrymandering, comme on appelle, où on se ferait des deals entre partis politiques pour aller découper des coins de rue, puis des quartiers, puis des bouts de ville, puis des bouts de région, pour s'assurer des sièges solides puis imbattables. C'est l'enfer. C'est l'enfer là-bas. Ils s'en sortiront peut-être même jamais. C'est rendu tellement ultra-politique et partisan que c'est englué. C'est d'ailleurs un de mes prédécesseurs, député d'Hochelaga à l'époque, qui avait fait la première réforme de la carte électorale puis qui avait inventé, je pense, ce système-là. Cela étant dit, il faut réviser cette logique-là de surprise, de boîte à surprise de V1, V2, V3. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça génère bien trop d'instabilité. Les communautés ne savent pas s'il faut qu'ils se mobilisent ou pas. Quand faut-il qu'ils le fassent? Sont-ils en danger? C'est pas sain. C'est pas une bonne façon de fonctionner. Fait que moi, j'espère que là, on va régler le dossier d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas trop comment ça va se terminer, cette aventure-là, mais j'espère sincèrement que peu importe la couleur du prochain gouvernement en 2026, on va faire l'exercice de réviser les critères. Ça me semble un consensus politique, mais il va falloir le faire et l'appliquer. Mais aussi qu'on va réviser la façon de fonctionner pour plus qu'il y ait des boîtes à surprises comme ça, entre V1, V2, V3, et qu'on trouve une manière plus sereine de discuter, de débattre de la façon d'organiser notre belle démocratie québécoise. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député.